Nous vivons actuellement à une époque de l'histoire où tant de personnes sont suralimentées mais sous-nourries. 2 milliards de personnes dans le monde souffrent d'une carence en micronutriments. Nous consommons une grande variété d'aliments, 30 plantes différentes par semaine. 30 plantes différentes par semaine. Il y a une épidémie en cours. Les risques d'ostéoporose liés au GLP-1, la perte de densité osseuse, la perte de masse musculaire. Pour chaque 5 kilos que vous perdez avec un GLP-1 jusqu'à 2 kilos peuvent provenir des muscles. Quand on parle de perte de poids, qu'avons-nous à gagner en prenant du muscle? Nous avons plus de contrôle sur ce que nous mangeons. Un meilleur sommeil, une meilleure immunité, un meilleur contrôle de la glycémie, une meilleure fonction cognitive. Nous avons la possibilité d'améliorer notre qualité de vie, quel que soit votre âge. La docteure Stacy Sims est physiologiste de l'exercice et une scientifique pionnière en nutrition. Ma frustration en tant qu'athlète et chercheuse dans le milieu universitaire était de constater qu'il n'y avait aucune véritable représentation des femmes. Je veux combler cet écart entre les sexes. Que se passe-t-il au niveau de l'amygdale lorsqu'on donne des contraceptifs oraux à un jeune âge? Nous observons des changements qui ne sont pas réversibles. Cela augmente la capacité à ressentir de l'anxiété et de la peur. Dites-nous 5 choses que chaque femme devrait faire pour sa santé. Bonjour, je suis Maïm Bialik. Et je suis Jonathan Cohen. Et bienvenue dans notre décryptage. Aujourd'hui, nous allons aborder certains des plus grands mythes et tendances dans l'industrie de la santé et de la nutrition, en particulier en ce qui concerne la physiologie féminine. Si vous pensez « je ne suis pas une femme », je vais peut-être arrêter cet épisode. Restez avec nous, car nous abordons des sujets qui m'ont complètement époustouflé, allant les énormes dangers des GLP-1 jusqu'à la véritable vérité sur la créatine, la plus grande erreur que les gens commettent. Et vous buvez probablement de l'eau de la mauvaise façon. Cet épisode aborde également des sujets que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquis, comme notre compréhension des raisons pour lesquelles les gens prennent des contraceptifs, pourquoi les gens soulèvent des poids lourds, comment protéger votre cerveau, comment vivre une vie plus longue et plus dynamique. Ce sont des choses qui affectent différemment les hommes et les femmes, mais comprendre les différences de physiologie peut faire une énorme différence. Et nous parlons avec la docteure Stacy Sims, l'autrice de Roar, un livre vraiment fantastique. Adaptez votre alimentation et votre forme physique à votre physiologie féminine unique pour des performances optimales, une excellente santé et un corps fort pour la vie. Mais comme nous l'avons dit, nous n'allons pas seulement parler de la façon dont ces choses affectent les femmes. Nous allons parler des différences entre la physiologie masculine et féminine et de la façon dont beaucoup de tendances que vous suivez peut-être sont en réalité abordées de la mauvaise manière. Nous allons également parler d'une carence qui touche 2 milliards de personnes dans le monde. Et lorsque vous entendrez la liste des symptômes, vous pourriez être surprise de découvrir que vous êtes peut-être à risque pour cette carence. Cet épisode est également en l'honneur du mois de la santé des femmes. Nous n'aurions pas pu rêver d'une meilleure invitée pour cet épisode très spécial que la docteure Stacy Sims. Alors, sans plus attendre, accueillons dans l'émission la docteure Stacy Sims. Explique-nous ça. Merci de m'accueillir, je suis ravie. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de parler de Roar et je suis vraiment le public cible pour ce livre et ce message. Et j'ai remarqué qu'à la page 50, il y a un passage sur réussir à 50 ans en tant que végane. Et je me suis dit, Stacy, tu n'avais pas besoin de me mettre dans ton livre. C'est tellement embarrassant. Eh bien peut-être, oui, tu sais, voilà, nous sommes nombreux à être véganes à 50 ans. Alors pourquoi pas? Je me demande si tu peux parler un peu du pourquoi de ce livre. Qu'est-ce qui est spécial et unique dans ce que tu aides tout le monde, mais surtout les femmes, à comprendre sur leur corps? Oui, en fait, ça vient de ma frustration en tant qu'athlète et chercheuse ou en tant que chercheuse dans le milieu universitaire. D'abord, en l'apprenant, puis en essayant de le mettre en pratique, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune véritable représentation des femmes. Et si les femmes étaient incluses, elles l'étaient dans des études avec des hommes juste pour augmenter le nombre de participants, ou alors elles étaient très peu nombreuses et seulement dans une phase du cycle menstruel. Donc il n'y avait vraiment pas grand-chose parce qu'ils généralisaient simplement les choses. Pendant ma carrière de course, on me posait souvent des questions. Je décidais alors d'aller au laboratoire pour trouver la réponse. Et le livre est né de mon co-auteur qui m'a vu à USA Cycling. Elle m'a dit « Personne ne parle de ça ». Je me demandais pourquoi on n'en parlait pas. Je fais des recherches depuis 15 ans. Elle a proposé d'écrire un livre.
Donc, nous avions collaboré, elle était journaliste, nous avons travaillé ensemble sur plein de choses. À chaque fois que nous évoquions le cycle menstruel, la récupération spécifique des femmes ou nos réactions différentes à la chaleur et à l'hydratation. Tout le monde disait: Mon Dieu, c'est si intéressant. Ainsi est né le livre. L'une des choses dont je pense qu'il est important de parler, vous savez, et c'est vraiment vrai pour tous les aspects de la recherche, que ce soit la biologie, les neurosciences, les médicaments ou le vieillissement. Les raisons pour lesquelles les études ont historiquement porté uniquement sur des hommes ne sont pas. Ce n'est pas seulement à cause de la misogynie systémique et de toutes les raisons que l'on peut évoquer, mais l'une des complexités du corps humain chez les femmes et de la physiologie féminine, c'est que nous avons un cycle mensuel très particulier. Ce n'est vraiment pas idéal pour une étude où l'on essaye de suivre de manière fiable des paramètres physiologiques de base. Et donc, la solution a été de ne faire des études que sur les hommes et de traiter les femmes comme une sorte d'extrapolation de ce que nous trouvons chez les hommes. Pouvez-vous évoquer non seulement votre domaine, mais aussi pourquoi il ne faut pas simplement dire que le patriarcat cherche à nuire aux femmes par la recherche? La réalité est bien plus complexe. Absolument. J'insiste toujours sur la perspective historique. Le patriarcat régnait et les personnes présentes étaient des hommes. Ainsi a débuté la conception scientifique. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est enraciné. Ce n'est pas seulement le cycle menstruel ou la performance hormonale, il y a aussi des différences spécifiques entre les sexes. Nous savons que lorsqu'on examine le stress et le stress environnemental chez une femme enceinte, il y a une incidence plus élevée de fausses couches spontanées lorsqu'elle porte un fœtus XA plutôt qu'un XX. On observe cela, mais les gens l'ignorent. Une célèbre obstétricienne m'a dit: On ne nous l'a jamais appris. Comment le sais-tu? Quand on observe les différences entre les sexes dès la naissance, on remarque tout ce qui se passe in utero et après, mais personne n'en parle avant la puberté. Et ils disent: Les filles traversent des trucs de dingue. Et regarde, mon garçon devient tellement fort et mince. Oui, mais il ne parle pas, mais c'est lié à l'agressivité. Et puis, on arrive à notre vie reproductive et il y a toujours ce tabou autour de cette période du mois où bien je dois prendre la pilule contraceptive parce que mes règles sont vraiment abondantes. Et donc, ça a toujours été un peu négligé. Je me demande toujours quel est l'impact réel sur les femmes. En 2026, on ignore encore la cause de l'endométriose. On ne sait pas pourquoi le SOPK survient. Historiquement, les études sur l'aspirine et les crises cardiaques concernaient uniquement des hommes, mais les résultats ont été généralisés aux femmes. Les premières recherches sur l'ostéoporose ont porté sur des hommes recevant de l'œstrogène pour observer la stimulation de la croissance osseuse. On constate qu'au lieu d'utiliser des femmes, ils employaient des hommes et tentaient de recréer un environnement similaire à celui du corps féminin. C'est absurde, franchement. Allez, quoi. Si seulement on pouvait faire en sorte que les hommes agissent plus comme nous et nous comprennent en leur donnant un peu d'œstrogène, mais en réalité, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple avec les tissus cibles et bien d'autres éléments. Je pense qu'il faudrait accorder un peu plus d'attention à ce que tu viens de mentionner concernant les différences entre les sexes et les fausses couches spontanées. Peux-tu expliquer un peu ce que c'est et ce que ça signifie, même si c'est un peu hors sujet? Je ne veux pas passer à côté de ça. Oui, donc quand on regarde ce qu'on appelle le fragile XY, parce que le XX est en fait le type de génome le plus dominant. Et la raison pour laquelle nous avons des différences, c'est qu'il y a certaines choses, quand on a un double X, qui sont activées ou désactivées selon les deux X, mais avec XY, tu n'as pas cette capacité. Donc, on voit que le fœtus qui est XY est en fait plus fragile. Donc, quand tu commences à regarder ce qui se passe dans des conditions de stress élevées, le XX devient plus résilient au stress. Il y a en fait des changements épigénétiques qui se produisent pendant la croissance et le développement, ce qui rend le fœtus féminin plus résilient au stress. Et cela conduit à une plus grande résilience au stress, que ce soit au niveau de l'immunité ou de la capacité mentale. Tout au long de la vie. Alors, quand on commence à parler de la domination de la culture masculine, je me dis, mais vous êtes le sexe faible, pour ainsi dire. Eh bien, et je pense, oui, et en quelque sorte, en termes génétiques, l'idée est que si vous avez deux chromosomes X, comme les femmes, vous avez un chromosome X qui peut compenser.
Tout ce qui peut arriver, ce chromosome peut le compenser. S'il manque un petit morceau, s'il y a une microdélétion, l'autre chromosome X intervient et dit on gère, tout va bien. Vous n'avez pas ces problèmes autosomiques récessifs d'origine maternelle, et nous non plus. Alors qu'avec un XY, si quelque chose ne va pas sur le chromosome X, il n'y a rien pour le compenser parce que le chromosome masculin est très différent. Et c'est drôle, je ne sais pas si tu te souviens, tu sais, de nos cours de biologie, n'est-ce pas? Le chromosome Y est en fait vraiment, vraiment tout petit, tu sais, comparé au X. Et évidemment, il fait tout ce qu'il doit faire pour produire un mâle. Mais quand les gens parlent du fait que le sexe par défaut est féminin, c'est parce que c'est le chromosome Y qui envoie le signal genre «Hey, on a un garçon ici» et qui déclenche, tu sais, la transformation des ovaires en testicules et tout ce genre de choses. Peux-tu parler un peu des différences, alors, tu sais, dans la façon dont on perçoit les femmes et dont on perçoit les hommes? Ce n'est pas une compétition, mais il y a tellement de différences que ça mérite vraiment son propre espace. Oui, j'essaie de faire comprendre aux gens que ce n'est pas lui contre elle. Comme tu l'as dit, nous sommes toutes et tous uniques et différents. Les femmes ont un cœur plus petit, nous avons des poumons plus petits. Et ce n'est pas parce que nous sommes plus faibles, c'est juste une question de taille. Nous étudions la morphologie musculaire. Les femmes ont plus de fibres d'endurance à la naissance. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que nous avons une plus grande capacité à utiliser les graisses au repos et pendant l'exercice. Nous avons également des mitochondries plus robustes et plus de protéines à l'intérieur des mitochondries pour aider à l'oxydation des acides gras, ainsi qu'à améliorer les réponses oxydatives et antioxydantes. Nous voyons aussi que les os des femmes présentent une différence. Il y a une différence dans le schéma de notre biomécanique. C'est similaire jusqu'à la puberté, puis l'exposition épigénétique à l'œstrogène provoque un élargissement des hanches et de la ceinture scapulaire pour s'adapter à ces hanches plus larges. Pourquoi? Pour la reproduction, non? Alors, comment cela affecte-t-il des choses comme la démarche? Comment cela affecte-t-il la façon dont nous nous tenons? Notre centre de gravité est différent. Nous sommes plus sujettes aux problèmes de LCA et de tissu mou car nos quadriceps dominent et nous sollicitons peu la chaîne postérieure. Et puis, quand on commence à regarder le développement, par exemple du point de vue du cerveau, on voit qu'il y a une différence dans la façon dont les régions cérébrales se développent. Tu dois bien connaître ce sujet grâce à ton expérience. On remarque la différence. Et l'une des choses que j'essaie vraiment de faire comprendre aux mamans de jeunes filles, c'est si elles ont des irrégularités dans leur cycle menstruel. Si la réponse est une pilule contraceptive orale, attends, car tu introduis cela dans un système en développement et des changements irréversibles apparaissent dans l'amygdale. Ils sont réversibles quand tu es plus âgé, mais pas pendant ces années de développement. Et ensuite, cela augmente la capacité à ressentir de l'anxiété et de la peur. Ce n'est jamais un problème pour les garçons parce qu'on ne leur donne jamais ce type de traitement. J'aimerais vraiment approfondir ce point. Que se passe-t-il avec l'amygdale quand on donne des contraceptifs oraux à un jeune âge? Il y a eu quelques études publiées il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, qui utilisaient vraiment l'IRM fonctionnel pour essayer de comprendre ce qui se passait, parce que je pense que Lisa Mosconi publiait toutes ses preuves, n'est-ce pas, sur l'œstrogène et les récepteurs d'œstrogène. Donc là, on commence à regarder, d'accord, si on s'intéresse aux plus jeunes, ils avaient donc 2 groupes. Nous avions des jeunes de 14 à 16 ans et des jeunes de 20 à 22 ans. Elles ont pris des contraceptifs oraux et ont été suivies 2 ans. Et ils ont constaté qu'il n'y avait pas un développement aussi robuste de l'amygdale dans aucun des 2 groupes. Quand les adolescentes de 14 à 16 ans ont arrêté progressivement, rien n'a changé. Lorsque le groupe des plus de 20 ans a arrêté progressivement, cela est revenu à l'état antérieur, ce qui signifiait que l'amygdale était suffisamment développée et que nous avions un plus grand volume de cette région. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Et je pense que c'est un bon point de départ pour, vous savez, commencer puis poursuivre cette conversation parce qu'il y a tellement de choses que nous tenons pour acquises ou que nous pensons devoir écouter simplement parce qu'un médecin le dit. Et pour tellement de jeunes femmes, j'en faisais partie quand j'ai commencé à avoir des variations hormonales et de la complexité. C'est vers ça qu'ils se tournent tout de suite, même si tu n'es pas encore sexuellement active. Tu sais, ça va te rendre régulière, ça va calmer tout ça. Ou si tu as des règles irrégulières, ce qui en fait n'est pas anormal quand tu commences à peine la solution proposée. Et je ne blâme pas forcément le système médical dans lequel j'ai grandi. Il visait l'efficacité et avoir un maximum de personnes par heure pour un coût minimal.
Tu sais, la façon d'empêcher les gens de revenir sans cesse avec des problèmes, c'est d'essayer de tout neutraliser. Mettons simplement en place un traitement hormonal pour que tu sois au moins régulière et ça devrait suffire. Mais peux-tu parler un peu de ce que ce cadre implique pour la façon dont on traite non seulement la santé des femmes, mais la santé en général? Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que je ne vis pas aux États-Unis. Je vis maintenant en Nouvelle-Zélande où le système de santé est plus socialisé. Et quand tu regardes la différence, quand tu as un système à but lucratif comme aux États-Unis, tout est un peu compartimenté, à moins d'avoir l'argent pour accéder à des soins innovants. Donc, on constate un manque de formation solide. Encore une fois, je ne blâme pas les médecins ni les écoles de médecine. C'est juste la façon dont les choses se sont faites par défaut. Donc, quand quelqu'un vient consulter et qu'elle a, tu sais, des règles irrégulières, il n'y a pas beaucoup de formation en santé des femmes, à moins que tu sois enceinte. On voit peu d'informations sur la ménopause et les problèmes de reproduction, sauf en cas de spécialisation. Peu de médecins, hommes ou femmes, se spécialisent vraiment dans ce domaine. Donc, une jeune fille vient consulter, sa mère ne sait pas que l'irrégularité est normale. Elle voit sa fille souffrir de crampes très douloureuses et de saignements abondants, ce qui n'est pas non plus anormal au début. Alors, quelle est la solution? Eh bien, d'accord, donnons-lui cette pilule contraceptive parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Et sans le savoir, en tant que maman, eh bien, je sais, et la plupart des gens ne savent pas, c'est que cela diminue la fonction ovarienne naturelle. Ça la fait un peu s'arrêter. Donc, si on pense à donner à quelqu'un une hormone exogène pour arrêter une fonction endocrinienne qui n'est même pas encore développée, quelle est la priorité, n'est-ce pas? Des recherches longitudinales montrent que oui, quand on arrête, tout redevient normal. Mais il y a aussi un sous-groupe de personnes qui utilisent le dépôt. Personne ne sait qu'on ne devrait pas utiliser le dépôt pendant plus d'un an, car cela affecte la densité osseuse. J'ai eu quelques personnes qui étaient sous dépôt pendant 25 ans, et quand elles arrêtent, elles n'ont plus de densité osseuse, vraiment très peu, elles sont ostéopéniques. Leur fonction ovarienne ne revient pas et elles sont au début de la trentaine. Alors on se demande, mais que se passe-t-il? Il y a tellement de désinformation et les conséquences du type de contraception que vous utilisez peuvent être énormes. Nous savons que même dans une pilule contraceptive orale classique, il existe différentes doses d'estradiol et différentes générations de progestatifs. Elles peuvent toutes avoir un effet différent. Et puis, si on regarde le stérilet, est-ce qu'il est en cuivre ou est-ce qu'il s'agit d'un progestatif à faible dose? Ce n'est pas aussi grave que les effets systémiques, mais il y aura tout de même un impact. Plus on est jeune et qu'on empêche le corps de se développer, que fait-on? Comment cette interférence agit-elle réellement sur le développement du système endocrinien, du cerveau et de la densité osseuse? Et je pense aussi que, vous savez, nous rendrions un mauvais service aux femmes et à tous les incroyables progrès réalisés par le mouvement des femmes. Vous savez, qui nous ont menés à ce moment. En ce qui concerne, vous savez, je comprends aussi que pour les femmes qui ne veulent pas tomber enceintes, beaucoup sont prêtes à prendre un certain risque sur d'autres aspects. Et quand on est jeune et vous savez, on a l'impression que tout ça est tellement loin, n'est-ce pas? On se dit, je vais aller bien, je vais commencer, puis j'arrêterai. Et pour beaucoup de personnes, c'est effectivement ce qui se passe. Donc je pense que c'est important, vous savez, et évidemment, dans le travail que vous faites, c'est important de ne pas avoir une seule solution pour tout le monde. Mais personne ne cherche à être une féministe rabat-joie en disant: attendez, notre approche n'est peut-être pas la plus utile, vous voyez? En fait, les hommes ont un cycle de 24 heures avec des fluctuations mensuelles, ce qui est très important. Je ne le minimise pas. Mais si on disait aux hommes, chaque jour, nous allons perturber votre rythme circadien hormonal naturel, chaque jour, nous allons le faire parce que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Il me semble que cela aurait été abordé différemment. Il est donc important d'en tenir compte. Voulez-vous commenter? Je dis seulement que si les effets secondaires incluaient un dérèglement complet de la testostérone, un mauvais développement osseux et une forte anxiété, Ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? ça n'arrivera pas. Non. Oui, mais j'adore la façon dont ça a commencé. La contraception hormonale a été développée à Stanford. En réalité, deux femmes étaient impliquées. L'une finançait le projet, l'autre était scientifique, mais aucune ne pouvait accéder au laboratoire pour le développer. Elles ont dû demander à des collègues masculins de le développer. Elles voulaient redonner le contrôle aux femmes dans le cadre du mouvement féministe. J'adore ça. Donc maintenant, il y a tellement d'options. Tout le monde doit être informé sur la façon dont cela va les affecter, maintenant et à long terme.
Parce que maintenant, on regarde des recherches qui viennent tout juste de sortir et ça a pris tellement de temps et les gens se demandent pourquoi je ne le savais pas avant. En fait, on ne disposait pas encore d'études avant maintenant. Maintenant que nous les avons, nous devons en parler et les diffuser pour que vous puissiez choisir ce qui vous convient selon votre situation et vos besoins. Mais si c'est uniquement pour des raisons de santé, il pourrait y avoir d'autres options à considérer plutôt que de simplement dire de prendre des hormones exogènes. Je me demande vraiment quel est le lien global entre cela et l'énorme augmentation de l'anxiété que nous observons dans toute la culture. Oui, je veux dire, il pourrait y avoir un slogan, mais nous savons aussi que l'isolement et les réseaux sociaux ont un effet énorme. Je veux dire, tu sais, si tu reçois constamment une dose de dopamine dès le plus jeune âge, c'est comme comment cela affecte-t-il aussi le cerveau? J'ai suivi l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie. Oui, il y a quelques failles, mais maintenant les enfants sortent vraiment et font des puzzles et des jeux de cartes parce que je me suis dit, attends, c'est comme ça qu'on a grandi. Ça s'appelle le téléphone fixe. Hey, Oui. tu veux qu'on se voit? Bien sûr. Donc, il s'agit simplement de les sortir de ce qui était considéré comme la norme et de leur donner l'opportunité de trouver autre chose, ce qui réduit leur niveau d'anxiété. Eh bien, moi aussi, je veux dire, l'augmentation de l'anxiété et de la dépression, surtout chez les filles, c'est malheureusement étendu aux garçons. Une grande partie de l'attention, et c'est justement là où je veux en venir, tu sais, une grande partie de l'attention porte sur l'image corporelle, n'est-ce pas? C'est à propos de notre apparence. Tu sais, il y a eu une période où la positivité corporelle semblait être importante, mais maintenant ce n'est plus le cas. Et on est un peu revenu, tu sais, du moins dans les espaces publics, aux standards de beauté, n'est-ce pas? On voit un retour vers des corps très très minces. Et tu sais, on a ces médicaments GLP qui sont incroyables et peuvent sauver des vies pour les personnes qui en ont besoin médicalement, mais beaucoup de gens les utilisent, je suppose, plutôt à des fins esthétiques. Je suis curieuse de savoir si tu peux en parler. Même quand tu as commencé à étudier, quand tu travaillais pour obtenir tous tes diplômes, quelle était ta perspective en tant qu'athlète sur ce qu'être en bonne santé signifiait pour les femmes et comment cela a-t-il évolué? Ça a changé. Au début, on pensait surtout aux calories consommées contre dépensées et à faire beaucoup d'exercices pour perdre du poids. Si tu examines le métabolisme sans le replacer dans son contexte et sa signification réelle, cette idée restait très courante. Donc, pour la personne lambda qui faisait du sport à l'époque, quand tu allais à la salle de sport de l'université, tout le monde était sur le stepper, il n'y avait quasiment personne dans la salle de musculation. Pas toutes. Certaines faisaient de la musculation. Oui, certaines faisaient de la musculation. Mais tu le constates, avec les années, cela a changé car les gens ont davantage étudié l'entraînement en force. Je reconnais que CrossFit a aidé à populariser le fait que soulever des poids, c'est bien. À mesure que la recherche sur l'entraînement en force progresse, l'industrie du fitness évolue fortement, délaissant le cardio pour adopter les plateformes de musculation. Mais cela pourrait changer à cause des événements liés au GLP-1. Et ça me rend en colère parce que j'ai passé tellement de temps avec. Tu sais, j'ai une fille et elle vient tout juste d'avoir 13 ans. Et nous avons passé tellement de temps avec elle et ses amis pour éviter que la culture des régimes n'entre dans notre foyer et dans son équipe de football. Nous avons toujours dit, soyons fortes, rapides et puissantes, alimentons-nous en fonction de ce que nous faisons. Et elle continue de dire cela, mais ensuite quelqu'un arrive avec Instagram ou TikTok et elles ont maintenant une image différente. C'est comme qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Non, ça, ce n'est pas une image de la santé. Donc, j'explique ce qui se passe et la perte de densité osseuse, la perte de masse musculaire. Les effets à long terme sont inconnus. Et je suis presque sûre que les personnes qui étaient aux Grammy Awards avec la caméra braquée sur elles ne peuvent pas tirer des corners et sprinter sur le terrain comme ma fille et son équipe. Je reviens toujours à l'essentiel. À l'instant présent, nous devons être fortes. Et pour la femme en général, être forte et puissante, ça veut dire tu te tiens droite, tu entres dans une pièce, tu as confiance en toi, même si tu n'as pas confiance en toi. Et cela vient du fait de pouvoir être forte dans ce que tu fais. Donc oui, j'ai vu l'évolution et je n'aime pas la façon dont ça régresse. Peut-on parler un instant du risque de perte musculaire avec ces GLP-1? Qu'est-ce que les gens s'infligent réellement? Oui, j'ai suivi ce sujet parce qu'on nous pose cette question tout le temps dans le monde du fitness. Qu'est-ce que ça signifie?
Donc, JAMA a publié une revue et c'était une revue systématique de toutes les études qui examinaient les personnes qui ont commencé ce traitement puis l'ont arrêté. Donc, ils comparaient cela à la littérature basée sur The Biggest Loser. Vous voyez, et ils étaient comme ça. Ils ont donc constaté que c'est très similaire. Vous perdez tout ce poids, puis vous avez un énorme rebond, mais ce n'est pas du muscle et ce n'est pas de l'os, c'est de la graisse. Tout le contrôle métabolique obtenu avec le GLP-1 s'est inversé et la situation a empiré. Les risques cardiométaboliques ont augmenté. Donc, quand on regarde ça, pour nous, dans le monde du fitness, on se dit qu'il faut vraiment mettre en place cette intervention sur le mode de vie pour que quelqu'un puisse prendre la décision d'arrêter. Ils ont déjà ces bonnes habitudes, des os solides et des muscles forts. Parce que si on réfléchit à ce qu'est un muscle, c'est un tissu actif. C'est un grand consommateur de glucose. C'est un élément clé de la santé cardiométabolique et cela vous aide à bien vieillir et à ne pas devenir décrépit. Et on voit que la différence entre les sexes en termes d'espérance de vie en bonne santé et de longévité est tout à fait réelle. Et on constate que les femmes vivent plus longtemps dans un mauvais état de santé. Et cela inclut aussi la maladie d'Alzheimer et la démence. Donc, si l'on regarde certaines des façons dont on peut atténuer le risque de démence et d'Alzheimer, c'est en évitant la sarcopénie. C'est en faisant de la musculation. C'est en faisant tout un tas de choses qui vont augmenter la neuroplasticité et la connectivité neuronale dans le cortex préfrontal. Cela arrive grâce à un entraînement de force avec des charges plus lourdes et le développement de la masse musculaire. Donc, quand je regarde cette population, tout ce à quoi je pense, c'est à Wall-E, le film Wall-E, où tout le monde flottait et il est tombé et il ne pouvait pas se lever parce qu'il n'avait pas la capacité de se tenir debout. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver au système de santé dans 10 ans? Avec toutes ces personnes qui en ont pris, pour des raisons esthétiques ou de santé, mais sans avoir reçu l'intervention sur le mode de vie nécessaire pour progresser. Eh bien, et je pense qu'une des façons pratiques de réfléchir à cela, c'est que d'après certaines grandes études, pour chaque 5 kilos que vous perdez avec un GLP-1, jusqu'à 2 kilos peuvent provenir du muscle, ce qui signifie presque 50%. Et cela correspond à une diminution de la masse musculaire maigre. Donc la raison pour laquelle vous êtes si mince, c'est que vos muscles n'existent plus. Ils tombent simplement de votre corps et ils représentent un certain poids. Donc maintenant, vous pesez moins, vous êtes plus mince et les vêtements vous vont différemment. Mais je pense que vous savez, d'après ce que j'ai entendu, juste vous savez, de façon anecdotique, de la part de mes amis qui en ont pris, quand vous arrêtez d'en prendre, c'est comme si rien n'avait changé. C'est-à-dire que les voix reviennent. Tous ces schémas, ces comportements, vous savez, tout ça revient. Et ce n'est pas à nous de dire de ne pas prendre un GLP-1, mais il est certain que ce n'est pas aussi simple qu'on le laisse entendre, surtout dans toutes ces publicités. Je veux dire, Ce n'est pas simple. Nous, je veux dire, vous pouvez regarder certains des programmes de mode de vie dans les cliniques de l'obésité et ils sont vraiment prudents. Pour également inclure la thérapie cognitivo-comportementale, d'autres méthodes que les gens peuvent réellement pratiquer et adopter lorsqu'ils prennent le GLP-1. En raison de la mise sous silence des voix, il s'agit donc de fournir les outils nécessaires si vous souhaitez arrêter le médicament. Mais les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas que nous disions cela parce qu'elles veulent que tout le monde reste sous traitement pour toujours. nous adorons dire les choses que les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas que nous disions. Je pense qu'il est important de réitérer l'importance de la masse musculaire pour la santé globale ainsi que pour la longévité, car cela peut vous aider. Je pense que lorsque nous disons que vous pourriez être plus mince, cela ne veut pas dire que vous êtes en meilleure santé sur tous les plans. Mais vous êtes plus mince. Parlez de l'importance de la masse musculaire, comme vous la décrivez, pour la santé globale ainsi que pour la longévité. Oui, il y a en fait une épidémie en ce moment qui touche nos adolescents, nos jeunes adultes dans la vingtaine et la trentaine, où ils n'atteignent pas leur masse osseuse maximale. Et cela est en partie dû au fait de ne pas avoir assez de masse musculaire, parce que nous savons que lorsque vous exercez une traction sur l'os, vous développez aussi vos muscles, et en même temps, vous développez également l'os. Et quand on regarde les taux de sarcopénie, cela arrive de plus en plus tôt, ce qui signifie que vous n'avez pas une masse musculaire de qualité. Et les risques d'ostéoporose qui surviennent à cause du mode de vie sédentaire et de tout ce qui se passe dans le monde occidental. Ensuite, si vous ajoutez le GLP-1 à cela, c'est comme, d'accord, attendez une seconde. Nous devons vraiment faire le point. Parce que quel est le rôle du muscle?
Il ne sert pas seulement à maintenir votre squelette, il est responsable de tellement de processus dans le corps. Pour contrôler la glycémie et éviter le diabète, le muscle est essentiel car il capte énormément de glucose. Nous voulons pouvoir monter les escaliers sans être complètement essoufflés. Vous avez besoin de muscles, vous devez entraîner ce muscle. Nous voyons que nous voulons plus de développement cérébral pour l'innovation et avoir la capacité d'être résiliente au stress est associé à ce muscle. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air mince et forte, il s'agit vraiment d'être forte. Et quand les gens parlent de perte de poids, j'aime vraiment m'appuyer sur l'idée de Gabriel Lyon. Soyons centrés sur le muscle. Arrêtons de penser à ce que nous devons perdre, mais pensons à ce que nous avons à gagner. Donc, si nous sommes centrés sur le muscle et que nous pensons à ce que nous avons à gagner, si nous prenons du muscle et de l'os, nous avons la capacité de gagner une meilleure qualité de vie, et cela reste vrai quel que soit votre âge. Et toute cette rhétorique selon laquelle nous devons être minces ou soulever des poids légers, il y a juste un décalage. C'est comme non. Nous voulons vraiment nous concentrer sur la personne, quels sont ses besoins, et vraiment construire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je pousse toujours les gens à réfléchir. Si vous vous concentrez sur la perte de poids, qu'avez-vous à perdre? Vous avez plein de choses à perdre. Vous pourriez perdre un peu de tissu adipeux, c'est bien. Mais nous perdons notre qualité de vie, nous perdons notre capacité à faire des choix judicieux. Parce que maintenant, on se concentre sur le fait que je ne peux pas manger, que je ne peux pas manger. Ce sommeil est perturbé parce qu'on voit beaucoup de personnes qui se réveillent à cause de pics d'hypoglycémie, ce qui se manifeste par de petits réveils pendant la nuit. Parce qu'en réalité, elles ne s'alimentent pas suffisamment bien. Et pour beaucoup de femmes, essayer de restreindre les calories ou de jeûner et d'avoir de longues périodes sans manger finit par avoir l'effet inverse. Elles accumulent plus de graisse et manquent de micronutriments. Alors, si on inverse la question et qu'on se demande qu'avons-nous à gagner en prenant du muscle? En fait, ça change complètement la donne. Nous avons plus de contrôle sur ce que nous mangeons, nous dormons mieux, notre immunité s'améliore, notre contrôle de la glycémie est meilleur et nos fonctions cognitives aussi. C'est donc la résistance que j'oppose en ce moment. À tous ceux qui disent que mince, c'est bien, je réponds non. Nous perdons bien plus que notre apparence, nous perdons tellement plus. Quand on parle de santé et de capacité de résilience face au stress, Il y a 3 points ici sur lesquels nous devons nous attarder. Le premier, c'est de s'adresser à la personne qui dit ⁇ Je veux juste être tonique, mais je ne veux pas prendre de volume ⁇ Pourquoi est-il important de soulever lourd? donc, pour les femmes, on constate qu'en vieillissant, il y a une différence liée à l'âge dans la façon dont nos muscles fonctionnent. Donc, si on pense aux véritables protéines contractiles, il y en a deux principales, l'actine et la myosine. L'actine s'accroche à la myosine, elles se rejoignent et forment une liaison très forte. Puis, lorsqu'elles reçoivent le signal du nerf pour se détacher, elles se détachent. La myosine devient dysfonctionnelle, elle change de forme, donc l'isoforme de la myosine devient un peu moins apte à s'accrocher à l'actine. Donc, si on se demande pourquoi on soulève lourd, c'est parce qu'on veut avoir une connexion neuromusculaire qui dit à la myosine de ne pas devenir dysfonctionnelle. L'autre aspect c'est que l'œstrogène est aussi étroitement lié à la façon dont la myosine fonctionne. En vieillissant, les femmes subissent non seulement les effets de l'âge, mais aussi des changements hormonaux, surtout de l'œstrogène, ce qui aggrave la situation. Donc, si on parle de soulever des charges lourdes, c'est cette connexion neuromusculaire qui permet de créer une contraction forte et puissante, ce qui, on le sait, est un indicateur important d'une très bonne santé et longévité. On développe aussi une connexion neuromusculaire, ce qui aide à atténuer le déclin cognitif du cortex préfrontal. Et on ne devient pas massive, c'est un mythe. Il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler dur pour prendre beaucoup de volume. Passer de longues journées à la salle de sport, suivre un programme structuré et manger abondamment. Donc, si tu te dis, je veux juste me tonifier, fais de la musculation avec des charges lourdes parce que ça va te tonifier et tu en tireras tous ses bénéfices. C'est sur une période très courte, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Incroyable. Parlons de cette idée de sommeil perturbé à cause d'un manque d'apport énergétique. C'est fascinant. Donc, cela vient un peu de ce que nous avons observé chez nos athlètes féminines, qui avaient une faible disponibilité énergétique. Elles avaient un sommeil vraiment mauvais, perturbé, et ne récupéraient pas bien. Alors, nous leur avons mis des capteurs de glucose en continu. Et nous avons vu tout cela. Des variations dans le profil de la glycémie pendant le sommeil, et la plupart d'entre eux sont tombés dans des périodes d'hypoglycémie.
Cela correspondait à des réveils détectés par leurs appareils, alors nous les avons placés en laboratoire du sommeil pour vérifier que ces réveils étaient bien réels et pas simplement dus à un mouvement du poignet. Et on a constaté la même chose. Alors on s'est dit, d'accord, on sait que vous ne mangez pas assez pendant la journée, donc on pourrait regarder à quel moment vous mangez au cours de la journée. Adaptez votre entraînement à votre rythme circadien, puis, si les réveils persistent, nous aviserons. Nous allons prendre une dose de protéines avant de dormir parce que cela va permettre de maintenir une digestion lente et ça va aider à stabiliser votre glycémie. Ensuite, ils dormaient mieux, leur sommeil changeait et ils se réveillaient en pleine forme. Tu leur donnerais quelle protéine et à quelle dose? Donc, c'était vraiment juste une demi-tasse de yaourt grec non allégé, parce que tu as supprimé la caséine et le lactosérum, et ce sont les deux protéines. L'une, le lactosérum, est rapidement digestible et la caséine est lente. Ce n'est pas une grande quantité de nourriture, donc ton corps ne passe pas en mode digestion au lieu de repos. Donc, c'était vraiment 20 grammes de protéines provenant du yaourt qui ont aidé de façon significative. Et oui, donc nous l'avons transposé aux sportifs amateurs et aux personnes qui ont des difficultés à dormir et qui essaient de suivre un programme de jeûne. Tu vois, il suffit d'adapter son alimentation au rythme circadien. Si tu te réveilles encore la nuit, on pourra essayer un peu de yaourt avant de dormir. Combien de temps avant de se coucher? Et quelle est l'alternative végane? Est-ce qu'il y en a une? Il existe une alternative végane, en fait de l'isolat de protéines de pois. Et si tu te dis que ça n'a pas l'air très appétissant juste avant de dormir, nous prenions de l'isolat de protéines de pois nature et nous le mettions dans du yaourt à la noix de coco. Donc, c'était similaire à un yaourt. Et ça cochait toutes les cases. Parce que l'isolat de protéines de pois a un profil d'acide aminé très similaire à celui du yaourt. Et ça fonctionnait de la même façon. Et on le prenait entre 1 heure et 30 minutes avant d'aller se coucher. Et encore une fois, ce n'est pas beaucoup de nourriture, c'est seulement une demi-tasse, donc ce n'est pas énorme. On vous l'a prescrit, on vous l'a prescrit. Mais je me dis, et si j'ajoutais quelques graines de tournesol? Et si, tu sais, j'en faisais une petite fête? Et si j'ajoutais du granola et du chocolat? Quelques pépites de chocolat dessus? Non, essayons autrement. Je vais probablement me réveiller. Peut-être que je ne sais pas. Un filet de gruau de cacao pour du croquant chocolaté sans caféine. Oui, Cela nous amène au jeûne et à la différence dans le jeûne, en particulier l'alimentation à durée limitée. Comment les hommes et les femmes y réagissent-ils différemment? Devraient-ils y réfléchir différemment? oui, je reçois de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux car j'aborde ce sujet de façon physiologique et chronobiologique. Je ne viens pas du fitness. Donc, quand on y regarde de plus près, il s'agit vraiment de prêter attention aux différences entre les sexes dans notre rythme circadien. On sait que celui des hommes est un peu plus long que celui des femmes, mais celui des femmes reste aussi lié que celui des hommes à nos perturbations hormonales quotidiennes. Nous savons que les femmes ont un pic plus élevé de leur réponse d'éveil au cortisol et qu'à ce moment-là, il y a aussi un pic de ce que nous appelons notre gréline acylée, qui est la forme active de notre hormone de la faim ainsi que du peptide WISE ou PIE. Si nous ne mangeons pas dans la demi-heure après le réveil, le cortisol et l'acétylcholine acylée restent élevés. Et le peptide YI reste un peu en suspens et ne fait pas ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire stimuler l'hypothalamus pour dire il y a de la nutrition, nous n'avons pas besoin d'avoir faim. Donc, lorsque nous essayons de jeûner, nous finissons par avoir plus de moments de léthargie l'après-midi. Nous avons moins de mouvements spontanés dans la journée. Et on remarque qu'il y a une forte envie de glucides simples l'après-midi et une baisse significative d'énergie. Parce que ce que nous avons fait, c'est que nous avons effectivement décalé notre rythme comme si nous travaillions de nuit ou que nous étions en décalage horaire. Parce que cela interfère avec le rythme normal des hormones tout au long de la journée, ce qui inclut aussi nos hormones de l'appétit. Donc le cerveau perçoit cela comme s'il y avait, vous savez, un petit dysfonctionnement ici. Donc il y a une déconnexion entre ce que signifie avoir faim et ce que signifie être nourri. Chez les hommes, ce lien est moins marqué car le seuil de dysfonctionnement diffère. Chez les femmes, en dessous de 35 calories par kilo de masse maigre, un dysfonctionnement apparaît. Pour les hommes, c'est 15. Donc, si on pense à ce seuil de référence, le fait de ne pas avoir autant de densité nutritionnelle ne provoque pas une réaction aussi sévère de l'hypothalamus chez les hommes que chez les femmes.
Donc, quand on parle d'alimentation à durée limitée par rapport au jeûne, si on regarde comment on travaille avec la chronobiologie, si vous vous réveillez et que vous mangez quelque chose dans la demi-heure qui suit, puis que vous vous alimentez tout au long de la journée, ensuite vous dînez, vous ne mangez rien après le dîner. À moins que vous ayez besoin de prendre votre portion de protéines le soir, vous pouvez alors avoir un jeûne nocturne de 12 à 14 heures. Avant, on appelait simplement ça dormir. Et vous êtes déjà en train de manger. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme un jeûne de 12 heures. On appelle ça j'ai dormi. N'est-ce pas? Exactement. Exactement. J'ai dîné sans grignoter de la nuit. Et puis je n'ai pas étouffé mes émotions en mangeant, puis j'ai dormi et je ne me suis pas réveillée au milieu de la nuit pour manger un sandwich. Exactement. Mais le monde est devenu très étrange parce que les calories sont disponibles tout le temps. Donc ensuite, on a tout ce monde clinique qui est différent du monde du fitness, mais pourtant, beaucoup de choses cliniques sont reprises sans qu'on dise vraiment si c'est généralisable ou non. Parce que vous voyez que le jeûne, la restriction calorique et le fait de retenir la nourriture sont très appropriés chez les personnes obèses et dans certaines autres populations. Mais ce n'est pas le cas quand on regarde le monde de la santé et du fitness, quand les gens essaient de optimiser ce qu'ils font à l'entraînement, de maximiser leur sommeil. Si vous devez restreindre vos calories, il est préférable de manger la plupart d'entre elles plus tôt et d'éviter de jeûner jusqu'à 11 heures ou midi. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des dysfonctionnements aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Il existe des études populationnelles qui montrent que, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, rompre le jeûne tardivement n'apporte aucune amélioration du contrôle métabolique ou des facteurs de risque cardiométaboliques. Donc, si vous jeûnez, rompez le jeûne plutôt que de commencer à manger plus tard dans la journée. Exactement. Et si je peux simplement reformuler, ce que j'entends, c'est que d'un point de vue global de la masse grasse, les hommes peuvent descendre à un pourcentage de masse grasse plus bas avant que des problèmes métaboliques et des perturbations hormonales n'apparaissent, alors que les femmes ont besoin de ce pourcentage de masse grasse supplémentaire. Et si vous commencez à réduire cela de façon trop importante, vous allez avoir des problèmes. Exactement. Vous avez mentionné les peptides, dont tout le monde parle en ce moment. Il y a énormément de gens qui les présentent comme la meilleure chose au monde. D'autres disent qu'ils ne sont pas réglementés, pas prouvés et qu'il n'y a pas de données. Comment devrions-nous aborder ce sujet, surtout en ce qui concerne le BPC 157 qui promet une récupération plus rapide? D'autres personnes qui, vous savez, vont encore plus loin en injectant du NAC ou d'autres substances, comment pouvons-nous commencer à comprendre les risques et les bénéfices des peptides? D'accord, donc je vais vous ramener à l'image d'un gâteau vraiment mal fait qui sort du four, un peu de travers et brûlé. Et ensuite, vous essayez de mettre une belle crème au beurre dessus. Qu'est-ce qui se passe? La crème au beurre fond et devient un vrai gâchis. Eh bien, c'est ce que sont les peptides. Si vous ne prenez pas soin de votre base, alors pourquoi essayeriez-vous d'utiliser quelque chose qui est censé apporter des améliorations? Mais en plus de cela, quand on regarde, vous savez, la façon dont les gens abordent ce sujet, il n'y a pas beaucoup de recherches solides. Et quand on regarde les formulations qui arrivent sur le marché, elles ne sont pas réglementées. Je crois que le New York Times a mené une enquête approfondie et a révélé la présence de plomb dans tous ces produits. Les entreprises contournent cela en affirmant que c'est seulement pour la recherche. Pour être honnête, j'en ai utilisé après une grosse déchirure des ischio-jambiers et une blessure au genou par désespoir. Mais cela n'a rien changé. Et puis j'ai commencé à enquêter sur ce qu'il y avait réellement dedans. Et je me suis dit, mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je me sois injecté ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, on voit un taux élevé de différents métaux parce que ce n'est pas réglementé. Donc la façon dont le processus de décomposition et de création de ces peptides, dans le processus, on obtient une grande quantité de plomb. On retrouve aussi du mercure et certains de ces autres métaux nocifs qui ne devraient pas se trouver dans les produits peptidiques car ils ne sont ni purifiés ni réglementés. C'est issu de... comme les sucs gastriques. Je sais, Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? je sais. Qu'est-ce que c'est? Donc, si on y pense, les peptides sont des parties de protéines et le suc gastrique est un acide et il contient aussi une structure moléculaire de certaines protéines. Donc, pour une raison quelconque, quelqu'un a décidé que c'était une très bonne chose à extraire. Et la raison pour laquelle c'est dans le suc gastrique, c'est que si vous avez une sorte de fuite intestinale ou de fuite d'estomac, vous ne voulez pas que cet acide s'échappe et cause des dommages dans le corps. Donc, si cela se retrouve hors de son endroit habituel, alors c'est protecteur.
Il les extrait en pensant, regardez, c'est protecteur. Mais cela n'a été fait dans aucune véritable étude humaine. Évidemment, ils ne sont pas réglementés comme nous en aurions besoin. Je suppose qu'ils ne sont pas tous comme ça. Certains sont comme ça, cela dépend du fabricant, c'est impossible à savoir. Oui, donc je vois ça comme toi, mais ils sont interdits dans beaucoup d'autres pays. Et ils sont aussi sur la liste de l'AMA comme substance interdite parce que leur efficacité n'est pas prouvée. Et le rapport bénéfice-risque penche vers le fait que le risque est plus grand que le bénéfice. Je veux dire, nous n'avons tout simplement pas encore les recherches pour soutenir le marketing derrière cela. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Ça veut juste dire qu'en ce moment, je vais laisser d'autres personnes faire du biohacking et voir ce qui se passe. Jusqu'à ce que nous ayons les résultats, ils peuvent être leurs propres cobayes. Jusqu'à ce que nous ayons plus de preuves, et je vais continuer à encourager les gens à explorer d'autres alternatives, comme essayer toutes les options. Mais regardons aussi l'utilisation de la chaleur, l'exposition à la chaleur, comme l'hypothermie contrôlée par exposition à l'eau froide et l'hyperthermie par exposition contrôlée à la chaleur, parce que ces deux choses déclenchent une cascade de réactions bénéfiques. Nous observons des réponses anti-inflammatoires accrues. Nous constatons une augmentation de la production de protéines de choc thermique, ce qui signifie que tous vos petits éléments cellulaires supplémentaires vont être réutilisés et éliminés, donc c'est protecteur. Nous constatons une légère amélioration de la fonction ovarienne avec l'hyperthermie contrôlée et une meilleure fonction endocrinienne aussi bien avec l'exposition à l'eau froide qu'avec le sauna. Donc, ce sont les choses que je recommanderais aux gens de faire en premier avant d'essayer toutes sortes d'injections. Les peptides, comme ceux provenant, vous savez, la chimie et la biochimie sont simplement de courtes chaînes d'acides aminés. Alors, est-ce que les gens utilisent ce terme général peptide pour désigner une variété de choses différentes? J'entends souvent parler de peptides, mais ce terme est très générique. De quoi s'agit-il vraiment? Les différentes structures moléculaires. Par exemple, il y a le TB5-Sense, qui est un certain ensemble d'acides aminés, et puis il y a le BP-SEN57, qui est un autre ensemble. D'accord, donc ce sont littéralement des chaînes courtes qui sont isolées pour remplir la fonction qu'elles pourraient naturellement remplir dans le corps. Mais c'est une façon d'essayer, vous savez, d'accentuer leur impact en les injectant directement. Ça ne semble tout simplement pas réel. Je sais, n'est-ce pas étrange? On sait que ça fonctionne si l'acide gastrique s'échappe, mais si on va l'injecter dans le corps, est-ce que ça va faire la même chose? Je ne sais pas, il aurait fallu qu'un scientifique donne son avis avant que les gens commencent. Je sais, je sais. Je veux parler des saunas et des bains froids, de leurs bienfaits, des protocoles. Mais d'abord, tu as mentionné une carence en micronutriments tout à l'heure. Les gens risquent-ils d'en souffrir? Devons-nous être simplement en mangeant plus varié? Quel est le risque de carence en micronutriments? Oui, donc c'est assez répandu quand on regarde les différentes façons dont les gens restreignent leur alimentation, mais aussi la généralisation de la nourriture disponible, surtout aux États-Unis, avec les aliments ultra transformés, tout ce qui va avec. Chez Safeway, tu te dis, c'est plein de choses que je devrais manger, mais je ne peux rien prendre, non? Donc, si on regarde la carence en micronutriments, la plupart des gens pensent au fer, mais on voit aussi le cuivre, le sélénium, des oligoéléments qui sont très importants pour des choses comme le collagène et le développement du collagène. On constate une baisse de certaines vitamines liposolubles car les gens consomment beaucoup de graisse, mais pas de source naturelle. Donc, ce n'est pas comme un avocat. Oui, il y a des vitamines liposolubles dedans parce qu'il y a des matières grasses et qu'elles fonctionnent ensemble de façon synergique. Mais ce n'est pas comme un gâteau. Exactement, exactement. C'est ça. Lorsqu'on pense aux carences en micronutriments, c'est souvent parce qu'on en a entendu parler ou qu'on se sent mal et on souhaite alors faire plusieurs tests. Et c'est vraiment quelque chose de réel et de plus en plus fréquent. Et on constate que beaucoup des problèmes de collagène et de tendons qui commencent à apparaître, surtout chez les femmes qui approchent la quarantaine, sont dus à un manque de cuivre. On se demande alors combien de cuivre il faut. Il suffit de consommer divers aliments, surtout des légumes à feuilles vertes. Parce que si, en général, on vise à consommer 30 plantes différentes par semaine et à avoir des protéines et des fibres à chaque repas, on va couvrir ces micronutriments. As-tu dit 30 plantes différentes par semaine? Oui, ça paraît difficile, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il faut penser à nos herbes, nos épices, ainsi qu'aux noix, graines, céréales germées, fruits et légumes habituels.
Mais en gros, on développe ce genre de carence en micronutriments quand les gens mangent beaucoup d'aliments qui ne sont pas à l'état naturel. Je pense que c'est une façon de voir les choses, c'est-à-dire des aliments trop transformés ou très transformés, ce que je sais comme certaines grandes organisations alimentaires qui, vous savez, sont financées par le gouvernement, ont déclaré qu'il n'existe pas d'aliments ultra transformés. Tout va bien. Mais si vous mangez un aliment qui ressemble très peu à quelque chose qui pousse naturellement, cela va avoir, et vous pouvez le faire de temps en temps, mais cela ne va pas vous apporter tous ces éléments. Si vous m'aviez demandé si je mange du cuivre, je ne saurais pas, mais il y en a dans les légumes à feuilles, qui semblent toujours être la solution à tout, non? Et la spiruline. As-tu déjà essayé la spiruline bleue, verte ou bleue? Oui, oui, tout devient vert avec ça. Oui, non, si tu utilises la spiruline bleue, elle n'a pas un goût d'herbe, elle n'a pas une odeur bizarre, et elle contient plus de protéines et de fer que la spiruline verte. Et tu peux en mettre dans des smoothies si tu mixes quelque chose. Ça donne un magnifique smoothie licorne, j'adore ça. Licorne. Eh bien, un autre point concernant les carences en micronutriments, c'est que lorsque vous commencez à regarder les personnes qui jeûnent et qui n'ont qu'une très petite fenêtre de temps pour manger, elles ne parviennent en fait pas à consommer tout ce dont elles ont besoin dans ce court laps de temps. Non. Je connaissais une femme qui ne mangeait que 2 heures par jour. Mon Dieu. Je lui demandais ce que cela signifiait. Elle ne mangeait que des bonbons. Les bonbons. Tout ce que je veux. Je me disais, ah mais non, ça n'a tout simplement aucun sens. Non. Et c'est une autre histoire. Ouais, Mais elle perdait du poids. J'ai dit, ouais, parce que tu ne manges pas. parce que tu t'affames. Si vous pensez que vous avez une carence en nutriments ou que vous n'avez pas assez de variété dans votre alimentation, évidemment, rien ne remplace le fait de les obtenir à partir d'aliments naturels. Mais est-ce que quelqu'un devrait envisager un complément en oligo-éléments ou avec une multivitamine? Il semble y avoir des avis partagés à ce sujet. Donc, faites d'abord un test pour voir. Et ensuite, on essaye de le faire par l'alimentation parce que si vous regardez du côté des compléments, il n'y a pratiquement aucun effet. Comme pour le fer, oui, si vous le prenez correctement un jour sur deux, vous pouvez l'absorber, mais il faut être précise à ce sujet, car si vous avez trop de fer, alors votre corps augmente la production de l'hormone qui va empêcher l'absorption du fer. En commençant à utiliser des compléments, cela peut devenir excessif. De petites quantités suffisent pour saturer et accumuler progressivement, comme avec l'alimentation. Les gens sont accros aux pilules, reflet de notre société où on pense en avoir besoin. Voici le complément. Et il n'y a pas beaucoup d'efficacité à prendre une dose élevée. On voit aussi qu'un multivitamine, c'est pratiquement jeter son argent par les fenêtres parce qu'il n'est pas facilement absorbé, souvent sous des formes bon marché parce qu'ils doivent être combinés pour tenir dans un petit comprimé. Si vous voyez calcium et fer ensemble sur une étiquette, cela montre que le concepteur ne sait pas ce qu'il fait, car ces deux éléments se lient et sont ensuite éliminés. Donc, il vaut mieux essayer de le faire par l'alimentation. Et il y a vraiment des quantités fantastiques et élevées dans les aliments naturels. C'est simplement en dehors du champ de la pratique médicale, parce que ce n'est pas ce qu'on leur enseigne. Eh bien, c'est aussi en dehors du champ. Je veux dire, Jonathan lève un peu les yeux au ciel quand je dis ça et je comprends. Parce qu'au final, tout ça revient aussi à un système capitaliste. Et tu sais, la classe, la race, la classe sociale et le genre. En fait, ça revient à dire qu'on parle d'environ 2 milliards de personnes dans le monde qui souffrent de carences en micronutriments. C'est ça. Et les symptômes, au cas où tu te poserais la question, ce sont tous ceux que tu as. Si tu es une femme, en particulier entre 35 ans et la mort, fatigue, immunité affaiblie, tu sais, des problèmes cognitifs, des troubles de la concentration, un risque accru pour d'autres maladies. C'est que littéralement tout le monde pourrait se promener, tu vois, avec une carence en micronutriments. C'est un problème mondial. Et nous sommes maintenant à une époque de l'histoire où il y a tellement de gens qui sont suralimentés mais sous-nourris et il y a un écart énorme dans la disponibilité des calories. Il y a tellement de calories disponibles dans le monde occidental et elles ne font en réalité rien pour améliorer la santé de la population. Et puis, mais il y a ce mouvement pour redonner sa santé à l'Amérique. En fait, ce n'est pas si compliqué. Je veux dire, je sais que c'est facile à dire pour moi d'ici, mais ça ne devrait pas être si difficile. Ce sont des besoins essentiels, même la question de l'alimentation des enfants à l'école, n'est-ce pas? Je me souviens quand les gens sont devenus complètement fous à propos des lundis sans viande à l'école, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous ne pas donner à un enfant ce drôle de hot dog ou hamburger? J'aimais bien les jours de burger. C'était le jeudi dans mon école primaire. Nous faisions... Beaucoup de travail le mardi. C'est ça.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des choses que nous pouvons faire pour des populations qui n'ont personne pour parler en leur nom, n'est-ce pas? Pour pouvoir le dire à un niveau plus large. Ils lèvent les yeux au ciel. Non, je suis resté sur suralimenté et sous-nourri. Oui, Oui, on ne fait que consommer, consommer. On mange dans des récipients en plastique pulvérisés de retardateurs de flammes, puis on se demande pourquoi on a faim et on ne se sent pas bien. on pourrait aussi appliquer ça à notre état psychologique. On est suralimenté d'étiquettes et de cases dans lesquelles on doit se mettre, et les réseaux sociaux te disent que celui-ci est un narcissique et que tu es déclenché. Mais en ce qui concerne les vraies informations sur les changements de mode de vie que nous pouvons réellement faire et qui peuvent influencer notre humeur, n'est-ce pas? Lâche ton téléphone pendant 8 heures par jour et regarde, tu sais, combien de changements se produisent au fil d'une semaine ou d'un mois. Voici un défi pour tout le monde. Combien de repas as-tu préparé chez toi cette semaine? Oh oui, Ah, tous les miens, Félicitations, c'est incroyable, non? parce que je voyage. elle vit en Nouvelle-Zélande, sans magasin, dans les montagnes. Elle est perdue au milieu des Wapwaps. Il n'y a pas d'endroit comme celui-ci. J'apprécie cela, mais je viens toujours un peu à l'aide de la femme théorique dans ma tête qui non seulement travaille maintenant, n'est-ce pas? Depuis la Seconde Guerre mondiale, davantage de femmes travaillent, mais dans de nombreux cas, lorsque les femmes sont la principale source de revenus pour leur famille, elles assument également la majeure partie de la garde des enfants et des tâches ménagères. Donc, il y a tellement d'autres facteurs ici, comme le fait que les femmes sont surmenées, vous savez, et insuffisamment soutenues. Et pour beaucoup de personnes, surtout si vous êtes une femme seule, une femme divorcée ou une femme veuve, la dernière chose à laquelle vous pensez, c'est de réussir à préparer un repas sain à la maison tout en gérant tout le monde. Vous savez, je veux dire, j'ai vu ma mère le faire. Vous savez, quand elle travaillait, elle continuait quand même à préparer 3 repas par jour pour nous tous. C'est difficile. On parle du syndrome de la femme invisible où la charge en plus n'est pas rémunérée. Et c'est difficile. Et quand on pense à tout ce qu'on doit faire dans une journée, on se dit, d'accord, j'arrive à peine à prendre soin de moi. Comment vais-je faire à manger? Et je veux dire, on en revient à tout ça, tu reçois ta livraison HelloFresh ou Blue Apron, ce qui est plutôt utile, mais c'est cher. Alors, comment allons-nous éliminer les déserts alimentaires? Comment allons-nous améliorer ta situation? Parce qu'en Nouvelle-Zélande, la raison pour laquelle on cuisine tout le temps à la maison, c'est que sortir manger coûte vraiment cher. Tu payes genre 20 $ pour un taco. Ce n'est tout simplement pas faisable. Mais est-ce que c'est un bon taco? Non, Je plaisante. Je veux revenir sur certaines de ces différences liées à la forme physique et, vous savez, à la santé entre les hommes et les femmes. J'ai vraiment été surprise. Vous savez, pour l'utilisation de l'oxygène, non? Et vous savez, pour moi, dans ma tête, quand je pense à l'endroit où j'aimerais être ou où je voudrais me trouver, je me sens très intimidée par la femme sur la couverture. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Ça m'intimide un peu parce que j'ai l'impression que quand je regarde le tableau, vous voyez, de la capacité maximale d'oxygène, je me dis oui. C'est pour ça que je ne peux pas faire ce que les hommes font. Parce que, statistiquement parlant, en général, nos corps sont différents. Notre physiologie est différente. Mais je pense qu'une des choses effrayantes dans notre culture, surtout quand on met autant l'accent sur les femmes fortes et à quel point c'est beau et puissant, parfois, cela peut nous donner l'impression que nous ne répondons toujours pas aux attentes. Parce que beaucoup des femmes auxquelles nous sommes censés nous comparer se trouvent, je pense, en dehors du centre de cette courbe en cloche. C'est-à-dire, par exemple, cite une athlète, tu sais, Gabiris, je crois qu'elle était très populaire quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas? Et c'était comme si elle était sur toutes les couvertures de magazines. Et je me disais, il n'y a aucune chance. Je ne mesure pas 1,80 m. Je n'ai pas cette capacité. Comment fais-tu pour équilibrer cela quand tu fais des suggestions pour les femmes? Pour que nous puissions aussi sentir que nous n'avons pas besoin d'être comme les hommes, mais que nous n'avons pas non plus besoin d'être comme ces femmes qui sont plus proches des hommes en termes de capacité physiologique à cause de leur génétique incroyable ou parce qu'elles sont des Olympiennes. c'est ça. Et vraiment, j'ai suivi toute cette histoire de VO2 max dans ce domaine. En tant que scientifique du sport et chercheuse, je me demande pourquoi ils privilégient cette mesure. Il existe une différence non seulement dans la capacité de transport d'oxygène entre femmes et hommes, mais aussi dans l'utilisation de l'oxygène par les femmes. Parce que nous pouvons travailler à une charge plus élevée pendant une période plus longue par rapport aux hommes. Mais toutes les mesures sont comparées à celles des hommes. Donc, quand on se demande ce que cela signifie, c'est comme
Ne pensez pas à ces chiffres absolus. Ce que nous voulons, c'est que les femmes travaillent à un niveau où elles se disent: Mon Dieu, je respire vraiment fort et je sens mes muscles. On y est en ce moment, Stacy. Je le ressens. D'accord. Je pense que je suis à ma capacité maximale en ce moment. Et ensuite, tu récupères et tu fais redescendre ton rythme cardiaque, puis tu remontes. Il s'agit de te pousser hors de tes habitudes. Donc, si on pense à tous les cours et tout ce qui existe, ils ne suivent jamais vraiment une logique polarisée. Ils ne conseillent pas aux femmes d'aller à fond puis de bien récupérer, car ce n'est pas conforme à notre éducation. On veut s'entraîner intensément, transpirer et finir épuisé. Ce n'est pas ce qu'il faut faire après une séance de cardio. Vous voulez vous sentir euphorique et fatigué parce que vous vous êtes vraiment dépassé, mais vous avez eu l'occasion de récupérer pour peut-être vous dépasser à nouveau. Et ce n'est pas une question de durée, mais de qualité. C'est donc une période très courte pendant laquelle vous sortez largement de votre zone de confort. Donc, si d'habitude vous allez marcher et que vous passez près d'une colline, accélérez un peu le rythme en montant la colline. Essoufflez-vous. Commencez vraiment à vous dépasser un peu plus. Parce que je ne pense pas que les femmes aient jamais été encouragées à se pousser un peu plus, à se dépasser un peu plus. Je lui ai demandé de me pousser en arrivant aux collines. D'accord, ça. C'est un super entraînement pour moi. Eh bien, maintenant, tu n'as plus qu'à l'inverser. Donc, tu peux la pousser en haut de la colline, mais ensuite, elle doit te pousser pendant que tu descends pour qu'elle marche à reculons et porte la charge en descendant. Ça a l'air amusant. C'est génial. Je pourrais faire ça. D'accord. J'ai une question très difficile parce que tout ce qu'on trouve à ce sujet dit que c'est le complément le plus étudié au monde. Il aide pour tout. Créatine? Créatine, exactement. Oui. Les informations, maintenant, et cela vient de quelques rares endroits dans le monde, c'est que d'une source synthétique. C'est créé comme un sous-produit du pétrole. Je n'en sais pas assez à ce sujet et je me sens confus. Est-ce que tout le monde devrait en prendre ou pas? Et y a-t-il des risques associés qui ne sont peut-être pas encore apparus dans les études? D'accord, je vais expliquer comment c'est fabriqué. Toute la créatine provient du laboratoire, mais il existe deux méthodes de production. L'une est dérivée du formaldéhyde et de produits pétroliers, puis elle est lavée avec un acide. Ça ne semble vraiment pas bon du tout. Personne ne devrait manger ça. Personne ne devrait manger ça. Et l'autre est une méthode brevetée de production avec un lavage à l'eau qui provient de matériaux plus organiques. Donc en fait, cela vient de la formulation de certaines choses en laboratoire qui proviennent de sources végétales. Donc c'est OK si tu es vegan et qu'il est obtenu par lavage à l'eau. Donc, pas de pétrole, pas de formaldéhyde, tout provient des plantes et avec de l'eau. Et oui, c'est ça. Les créatines monohydrates moins chères proviennent du formaldéhyde et d'un lavage à l'acide. Les formes plus chères, il faut chercher une marque business to business ou B2B au dos de l'étiquette de la créatine qui indique Créapure ou Créavitalis. Cette marque allemande détient un brevet pour la produire via un lavage à l'eau et propose plus de compléments haut de gamme. Donc, quand on regarde la différence, oui, il vaut mieux choisir celle qui est un peu plus chère parce que vous savez qu'il n'y a pas de formaldéhyde, de pétrole, d'acide, rien de tout ça. En général, je limite le formaldéhyde dans mon alimentation. Oui, moi aussi. Oui, et probablement le pétrole aussi, surtout vu son prix en ce moment. Quand on regarde vraiment ce que ça fait, on voit que ton corps en produit 1 à 3 grammes par jour à partir de ton foie, mais c'est impliqué dans chaque processus énergétique rapide du corps. Donc, si tu penses au métabolisme du cerveau, du cœur, des poumons, à la construction des os, des muscles, à chaque processus cellulaire, parce que ce sont les toutes premières secondes, de 0 à 20 secondes, de tous les types de carburants dans le corps qui utilisent la créatine. Si on regarde combien notre corps en stocke, environ 70 à 80 de notre masse musculaire est en fait saturée de créatine parce qu'on en utilise tellement au cours de la journée. Donc, on commence à voir comment l'utilisation d'un complément peut être bénéfique. On voit que cela profite au cerveau, à ses fonctions et à son métabolisme, car il dépend davantage de la créatine puisque les nerfs et tout ce qui conduit l'information sont très rapides. Donc, il utilise beaucoup de créatine. On constate que la muqueuse de nos intestins s'érode assez rapidement. Si nous avons plus de créatine dans l'organisme, alors cette muqueuse reste intacte et cela réduit les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Cela réduit aussi les problèmes des femmes liés aux fluctuations d'œstrogènes. On constate à nouveau que c'est bénéfique pour les os et la densité osseuse, car la créatine est impliquée dans toute l'énergie nécessaire à la formation des os. Et puis, bien sûr, pour la performance musculaire. Une revue systématique est récemment parue.
Je sais tout cela car j'ai lu dans les avions pour passer le temps. Une revue systématique est parue il y a 2 semaines qui a examiné toutes les études menées sur la créatine en dehors de la performance musculaire, de la santé et de la forme physique. Et le groupe qui a le plus bénéficié de la supplémentation en créatine était constitué de femmes âgées de 18 à 60 ans. Donc, on regarde juste une toute petite dose, c'est 3 à 5 grammes, et sur une période de 3 semaines, cela permet de saturer complètement tous les tissus du corps. Cela permet à votre corps d'atteindre un niveau supérieur de résilience au stress. Cela aide à la cognition et à la clarté mentale. Et tout le monde en profite, hommes et femmes, surtout à notre époque où il y a de la lumière et des distractions en permanence. Nous sommes constamment bombardés de stimuli. Donc, cela permet simplement à votre cerveau d'avoir un peu plus de résilience face au stress. Que pensez-vous de prendre des doses plus élevées? On m'a dit que cela peut aider à récupérer ou à mieux fonctionner après une ou deux mauvaises nuits. Si vous devez être performant, qu'en est-il des doses de 10, 15 ou 20 grammes? Celle-ci est intéressante. Darren Kondo est l'un des principaux chercheurs et il vient de Californie. Il a étudié cela et il dit qu'au début, oui, mais le problème, c'est que la créatine met plus de temps à traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, une prise ponctuelle n'aide pas forcément immédiatement. Donc, si vous travaillez en horaire décalé et que vous savez que vous avez 3 jours de travail puis d'autres jours de repos, cela fonctionne de manière significative pour aider et réduire les envies de glucides parce que le cerveau ne se sent pas aussi fatigué. Au final, votre métabolisme et votre contrôle du glucose s'améliorent. Cela aide aussi avec le décalage horaire car c'est un changement du rythme circadien. Nous voyons aussi dans les premières études que cela aide les personnes atteintes de TDAH car le TDAH est également un décalage du rythme circadien. Donc, toutes les choses qui impliquent un décalage du rythme circadien bénéficient d'une dose plus élevée. Et je crois que c'est 0,38 grammes par kilogramme, ce qui revient à environ 20 grammes pour une personne de 60 kilos. Je suis désolée. Rythme circadien pour le TDAH. Peux-tu répéter? Oui, donc ils étudient des choses comme le sommeil, la mélatonine et les problèmes liés au TDAH. Et ils ont découvert qu'il s'agit en fait d'un décalage du rythme circadien. Pour les personnes avec TDAH cherchant à améliorer leur sommeil via la mélatonine ou d'autres compléments, il est conseillé de les prendre 3 à 4 heures avant de se coucher pour laisser le temps au cerveau d'agir. En fait, on microdose ces produits. Cela permet donc à votre cerveau de retrouver un rythme circadien normal. Je voudrais aborder certaines des préoccupations liées à la périménopause et à la ménopause que certaines d'entre nous pourraient avoir. Mais il y a une partie dans le livre qui m'a vraiment arrêté net. Peux-tu parler de l'hydratation? Peux-tu parler un peu de tout ce qui concerne ce chapitre? Je trouve ça vraiment intéressant. Je suis quelqu'un qui adore le sel. Genre, tout doit avoir du sel, du sel, du sel. Je sale avant même de goûter. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Et j'ai aussi souvent soif, mais tu parles beaucoup de... Tu sais, faut-il évidemment boire avant même d'avoir soif? Oui. Mais je ne savais pas à quel point les gens pouvaient avoir des problèmes en s'hydratant de façon inappropriée. Peux-tu expliquer ce que nous devrions vraiment faire? C'est ton surnom, l'hydrateur inapproprié. Je suis une mauvaise hydratrice dans les deux sens, car parfois, en te racontant mes problèmes, je n'arrive pas à un repas en étant la seule dans ce cas. Parfois, quand je peux enfin m'asseoir et manger un repas, j'ai tellement soif que je bois énormément d'eau, puis j'ai mal au ventre et je gonfle comme un champignon. Il m'appelle ventre de champignon. Je gonfle comme si j'avais avalé un champignon parce que je suis toute ballonnée et je ne sais pas si je bois trop ou au mauvais moment. Comme, qu'est-ce qui se passe avec l'hydratation? Ce n'est pas bon pour la digestion, non? Explique-nous. Donc, si on y pense, toute l'eau dans le corps n'est pas juste de l'eau pure. C'est une solution composée principalement de sodium et de glucose. Donc, si on regarde simplement le fait de boire de l'eau pure et qu'on voit des gens se promener avec leur gourde Stanley en buvant des litres par jour, ils finissent par tout éliminer en urinant. Ils ne s'hydratent pas vraiment parce que l'eau pure n'est pas très bien absorbée. Parce que le corps se dit, je dois diluer ça. Non, je n'ai pas besoin de le diluer. J'ai besoin d'y ajouter des choses. Ou peut-être pas. Donc, quand on parle d'hydratation, il y a une pression très précise que les intestins peuvent supporter et ils préfèrent une pression idéale. Si on regarde ce qui se passe avec de l'eau pure, elle n'exerce pas assez de pression. Donc, le corps doit apporter du sodium et du glucose d'autres endroits pour pouvoir l'absorber. Si vous avez trop de sucre, comme dans tous les sodas, les Powerade et ce genre de choses, le corps doit prendre de l'eau ailleurs dans le corps pour diluer cela afin de pouvoir l'absorber.
Donc, quand on parle d'hydratation, si vous buvez de l'eau, il suffit d'ajouter un peu de sel. Donc, cela pourrait être un 16e de cuillère à café dans environ 75 centilitres. C'est vraiment très peu, environ 200 milligrammes de sodium. Pourquoi as-tu choisi les mesures les plus compliquées à comprendre pour moi? Un 16e de cuillère à café dans 75 centilitres. D'accord, les gens aiment les chiffres, mais voilà. Mais c'est une petite pincée, non? C'est juste une petite pincée dans ta bouteille d'eau. Et ensuite, tu t'hydrates et tu finis par boire moins et être mieux hydraté. Si tu passes la journée à boire de l'eau en la mettant sur ta langue, tu n'as plus soif. Les gens pensent ne pas avoir soif, puis en s'asseyant, réalisent qu'ils sont déshydratés, même après avoir bu de l'eau toute la journée. Tu l'as éliminé en urinant sans l'absorber. Il suffit d'un peu de sel. Je veux dire, si on ne retient rien d'autre de la docteur Sims, c'est que je m'hydratais mal depuis tout ce temps. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Je pense juste à combien de personnes ça concerne. Personne ne fait ça. Boire de l'eau pendant un repas riche en sodium n'est pas un problème. Mais si on parle de l'importance d'être hydraté, c'est devenu un vrai sujet, non? Tout le monde dit qu'il faut que je sois hydraté, et tu vois toutes ces énormes bouteilles d'eau chez les gens qui vont marcher, et ils boivent juste de l'eau, puis ils la rejettent en urinant, et ils finissent déshydratés, ou ce qu'on appelle hypohydratés. Donc en fait, ça fait l'effet inverse. Donc encore une fois, si on ajoute juste un peu de sodium, on n'a pas besoin de boire toutes ces bouteilles d'eau, et on n'interrompt pas non plus nos processus biochimiques. Ça m'a complètement époustouflé. Ça me sidère un peu aussi, mais maintenant, avec ce que je sais sur la pression et aussi sur les récepteurs d'étirement, c'est ça, les ballonnements. Tu as perturbé la pression, comme l'hypertension, non? Et pour l'hypertension, on donne un diurétique pour éliminer par l'urine. Donc, en fait, tu crées cela, c'est exactement ce qui se passe. Voici une petite rubrique que j'aime appeler Idée de hippie un peu folle qui pourrait avoir une valeur scientifique. Alors aide-moi à comprendre ça. Quelqu'un s'est tourné vers moi et m'a dit, tu sais, notre corps a besoin d'eau structurée. On ne devrait pas boire toute cette eau régulièrement de toute façon. Nous devrions obtenir toute notre eau à partir des fruits parce que c'est comme ça dans la nature. Et je l'ai regardé et j'ai dit, c'est une idée trop compliquée pour que je l'intègre dans ma façon de penser. Je vais l'ignorer. Peux-tu expliquer s'il y a un quelconque fondement à cela? Eh bien, cela compte comme une source d'eau, mais ça ne devrait pas être la seule. Par exemple, les gens disent il me faut 8 verres d'eau. Eh bien, ça, c'est du marketing. Ça vient d'une campagne publicitaire et les gens s'y sont accrochés. En fait, si tu penses à l'eau et à rester hydraté toute la journée, ce n'est pas une question de nombre de boissons que tu consommes. Les fruits et légumes riches en eau comptent aussi. Mais il ne s'agit pas de se limiter à l'eau, aux fruits ou aux légumes. C'est comme, d'accord, toutes les choses qui contiennent de l'hydratation peuvent être utilisées pour hydrater notre corps et nous-mêmes. Donc, il y a un peu de mérite, mais pas plus. Eh bien, et aussi, et tu sais, corrige-moi si je me trompe. La notion d'eau structurée signifie que si l'eau est absorbée à travers des fruits, par exemple, ou des légumes, elle est traitée différemment que si. Tu fais en quelque sorte qu'insérer de l'eau et elle ressort simplement par ton urètre. Oui, un peu, parce que lorsque tu regardes la digestion, l'eau sera absorbée en premier pendant que toutes les fibres sont digérées. Le corps semble dire je suis en train d'écraser. Je le fais passer dans l'intestin grêle. 95% de l'absorption de l'eau se fait dans l'intestin grêle. Et ensuite, la digestion continue au fur et à mesure que ça descend. Donc, si tu consommes beaucoup de choses liquides, cette partie-là est absorbée en premier, tandis que le reste se dissipe petit à petit. Peut-on passer à cette période d'environ 10 ans qu'on appelle la périménopause puis la ménopause? Mais je pense qu'en ce moment, l'accent est beaucoup mis sur la périménopause, car c'est là que tant de femmes et les personnes qui les aiment remarquent toutes ces différences et tous ces changements. Et je pense que j'aimerais vraiment simplifier les choses pour tout le monde, parce qu'on entend tellement de recommandations différentes sur ce qu'on devrait faire. Je serais ravie que tu abordes le traitement hormonal substitutif, mais je suis aussi d'accord pour le laisser de côté un moment. Si tu devais nous dire 5 choses que chaque femme en périménopause devrait faire pour sa santé, quelles seraient ces 5 choses? Essaie de nous simplifier vraiment la vie. Le sommeil, car tu ne peux rien changer sans lui. C'est la première chose. Le sommeil, augmenter l'apport en fibres, parce que nous avons une diminution de la diversité de notre microbiome intestinal, ce qui aggrave beaucoup des changements de composition corporelle. Être très précise dans les mouvements que tu fais,
en mettant l'accent sur l'entraînement en force et non sur le cardio aérobique. Si tu fais du cardio aérobique, tu dois être très précise sur les intensités. Donc, ce sont tes 3 grands points: avoir du soutien et une communauté. Donc, tu as ton ami, n'est-ce pas? Et avoir quelqu'un à qui tu peux te confier et qui ne va pas essayer de tout arranger, ça peut être ton partenaire. J'ai souvent conseillé aux hommes de soutenir leur partenaire dans cette situation. Écoutez simplement, n'essayez pas de tout régler, car c'est une période très déroutante. Et puis, quand tu regardes la spécificité des symptômes, comme est-ce que tu as un brouillard cérébral intense? Est-ce que tu as de fortes sautes d'humeur? C'est là qu'on envisage des options pharmaceutiques. Si des choses comme les adaptogènes ne fonctionnent pas pour toi, alors oui, l'hormonothérapie de la ménopause est définitivement une option à envisager pour aider les femmes à traverser cette période. Ce que je n'aime pas, c'est le discours selon lequel chaque femme devrait en prendre, parce que ce n'est pas le cas. On n'a pas encore les données pour dire quels sont les effets à long terme de cela. Et si on regarde, tu sais, l'étude Women's Health Initiative qui l'a écartée, tellement de femmes. Mais en même temps, l'étude britannique Million Women Study était en cours. Et c'est pour ça qu'il y a une différence dans la façon dont les gens l'abordent au Royaume-Uni par rapport aux États-Unis. Non, maintenant, ils disent que dès que tu as 20 ans, vas-y tout de suite. Et j'étais là, genre quoi? Non. C'est utile et ça rend les choses plus gérables. Tu sais, je pense, d'y penser ainsi. Peux-tu parler des fibres? Parce que, tu vois, je pense aux fibres comme à un truc pour les personnes âgées, pour qu'elles ne soient pas constipées, tu vois? Mais j'entends de plus en plus de gens en parler, en particulier pour les femmes atteintes de maladies auto-immunes. Qu'est-ce qu'il en est des fibres? Pourquoi est-ce que ça se manifeste de façon si insidieuse plus tard dans la vie? Je sais, les fibres nourrissent nos bactéries intestinales, n'est-ce pas? On remarque aussi différents phylums. Pour les femmes en périménopause, il y a une diminution significative des bonnes bactéries intestinales. Et malheureusement, cela provoque une prolifération des bactéries qui vous rendent très stimulés par le système nerveux sympathique, vous poussent à avoir envie de glucides simples et augmentent notre graisse viscérale ainsi que notre graisse sous-cutanée. Donc, si on parle de fibres, on en trouve dans tous les fruits et légumes parce qu'ils contiennent des fibres, comme les fruits et légumes riches en fibres, les grains germés, les céréales complètes, bref, des aliments naturels. On ne parle pas forcément de prendre un complément de fibres, sauf dans le cas où vous avez été malade, que vous avez voyagé ou que vous avez eu un problème qui fait que vous avez réellement besoin d'un complément de fibres. Je ne parle pas d'un usage quotidien de métamucil. L'idée de consommer 30 plantes différentes par semaine aide à augmenter l'apport en fibres sans en consommer beaucoup d'un coup. Et cela aide à diversifier le microbiome intestinal. Et on observe cette diminution à cause du changement de nos hormones sexuelles, car nous n'avons plus autant d'hormones sexuelles qu'avant. Il n'y a pas de second passage, car nos hormones sexuelles, liées à la globuline de liaison des hormones sexuelles, sont envoyées dans les intestins par la bile, puis déconjuguées par des bactéries. Quand la progestérone diminue ou que les ratios d'œstrogènes changent, cela détruit ces bactéries intestinales. Nous devons donc nous concentrer sur les fibres et la diversité pour favoriser de bonnes bactéries intestinales, ce qui améliore le BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Nous voyons que cela aide à la production de vitamines. Nous voyons que cela aide à la production de sérotonine, de dopamine et de toutes ces autres choses dont les bactéries intestinales sont responsables. C'est pourquoi je dis aux femmes que tout dépend de la nutrition et des fibres. Oui, c'est très utile parce que, vous savez, je me souviens après avoir accouché, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils te disent, c'est que si tu veux quitter l'hôpital, tu dois manger des fibres parce que tu dois aller à la selle, n'est-ce pas? Parce que tu essayes de tout rééquilibrer. Et je me souviens, je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et ils disaient de la laitue, tu sais, mais même cette idée qu'on a besoin de ce genre d'aliments pour que tout fonctionne correctement, et surtout quand on arrive dans ce genre de situation où les hormones sexuelles se comportent de façon tellement différente. Je me demande si tu peux en parler un peu, tu sais, pour les personnes qui disent, et tu sais, on a reçu beaucoup de ces personnes, tu sais, qui disent ce genre de choses. On ne devrait jamais perdre les hormones qu'on avait quand on était plus jeune. Et tu sais, l'œstrogène est partout. Il est dans ton cerveau et dans ton intestin. Et donc, tu sais, toutes ces connexions avec la cognition, avec l'humeur, tu sais, toutes ces choses ont besoin du même niveau d'œstrogène. À quoi ressemble le fait de traverser cette phase de la vie en douceur?
Est-il possible de s'en sortir de l'autre côté sans ce genre de supplémentation? Absolument. Absolument. Parce qu'une chose dont on ne parle pas quand on dit que tout le monde a besoin de ces hormones exogènes, c'est le tissu cible. On voit que chaque forme différente d'estradiol et de progestérone est en fait absorbée et affecte le tissu cible de manière différente. Donc, si on parle de bioidentiques et de micronisés, oui, ils sont identiques au niveau moléculaire, mais ils n'affectent pas le tissu cible de la même façon que si votre corps les produisait naturellement. Donc, quand on commence à regarder les récepteurs, oui, on voit que tous les récepteurs dans le cerveau s'activent quand l'œstrogène diminue parce qu'ils en veulent, mais est-ce qu'on doit vraiment leur en donner ou est-ce juste un processus naturel, le corps trouvant un nouvel équilibre? C'est la recherche qui est en cours, mais qui n'est pas terminée parce que nous n'avons pas encore vraiment étudié comment toutes ces choses affectent les tissus cibles. D'accord. De nombreuses femmes considèrent holistiquement que c'est l'âge de la sagesse. Et tu traverses une période vraiment difficile, mais ensuite, tu atteins un équilibre où, tu sais, pendant un certain temps, les femmes ont traversé cela et c'est une phase différente de la vie. Margaret Cho a une blague hilarante sur la coupe de cheveux qu'on peut enfin avoir après la ménopause. Comme tu te fais juste une coupe de garçon parce que c'est tout ce que tu peux supporter, non? Oui, exactement. Je pense qu'une grande partie de cette pression est motivée par l'esthétique parce qu'il se passe tellement de choses avec la composition corporelle et les gens se disent, eh bien, si je fais une thérapie hormonale, ça va m'aider à préserver ma composition corporelle, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune recherche qui montre que cela préserve réellement la composition corporelle. Cela ralentit le changement, mais il faut adopter de nouveaux modes de vie pour en bénéficier réellement. D'accord. Là, on entre dans une discussion esthétique, car honnêtement, tu sais, je n'ai jamais entendu des femmes s'intéresser autant à la vulve qu'elles le font maintenant, parce que la conversation a changé. Désolé, Jonathan, bouge-toi les oreilles. Ou apprend. Ou tu peux écouter. Tout le monde parle de repulpation. Et je me dis, ce n'est pas vraiment une conversation. Je n'aurais jamais pensé qu'on aurait cette conversation, surtout qu'il y a tellement d'enjeux physiologiques cruciaux qui se passent aussi, tu sais, en plus de l'aspect esthétique. C'est un peu comme la discussion sur les GLP-1, non? La plupart des débats concernent ça à cause de l'industrie. Et à cause de ce qu'on nous dit de considérer comme le plus important, on s'éloigne de certaines de ces discussions plus cliniques qui sont pourtant tellement importantes. Absolument. Si tu as des antécédents personnels ou familiaux de faible densité osseuse, alors oui, il a été démontré que cela aide vraiment pour les os. Ça aide pour l'humeur, mais il y a d'autres choses qui aident aussi pour l'humeur. Pour la sécheresse vaginale, ça aide vraiment, mais il y a d'autres choses qui peuvent aussi aider. Donc, c'est comme s'il y avait deux camps. Le balancier est passé d'un côté à l'autre. Il faut trouver un juste milieu, car il y a des choses que tu peux faire. Et je veux dire, je l'ai utilisé très brièvement quand j'avais des accès de rage intense, parce que c'est arrivé à un point où ma fille était... Je ne veux pas rire de ta colère. Oui, en fait, je partage cette histoire. Ma fille se tourne vers moi maintenant et me dit, Maman, quand j'avais 4 ou 5 ans, j'avais très peur de toi parce que tu étais tellement en colère et ça me brise le cœur, mais j'avais une amie qui me l'a fait remarquer. Elle m'a dit, tu as fait toutes ces recherches sur l'hormonothérapie et la ménopause. Pourquoi tu n'essaies pas? Parce que tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais. J'étais là, je me suis dit, mon Dieu, tu as raison. Il se sent très conforté en ce moment. Je crois que tu en parles dans le livre. Pour les femmes qui n'ont pas vécu cela, je suis heureuse pour vous et j'espère que ça ne vous arrivera jamais. Mais comme tu l'as décrit, et c'était aussi mon expérience, environ une fois par mois, tout ce qui se trouvait sur mon chemin, je le brûlais au chalumeau. Et ça voulait dire l'humain qui se trouvait dans les parages. Tu sais, ça voulait dire le travail. Ça voulait dire, tu sais, tout. J'avais vraiment l'impression de tout vouloir brûler. Et tu sais, pour beaucoup de gens, c'est très déroutant. Ce n'est pas sain, tu sais, pour les enfants. Et tu sais, on plaisantait toujours en disant qu'on pensait juste que nos mères n'aimaient pas nos pères, tu vois? Le nombre de divorces est maximal durant la périménopause. Oui, et la colère, apparemment. Et la colère. Encore une chose dont nous voulions te parler. Il y a tellement de discussions sur la température et la régulation du corps. Et tu en avais un peu parlé. Mais cette notion de bain froid, tu sais, a pris d'assaut la manosphère. Mais je suis curieuse, est-ce que tu as un point de vue, à la fois pour les hommes et pour les femmes, sur le bain froid, le sauna, la chaleur? Qu'est-ce qu'on devrait rechercher si c'est quelque chose qui nous intéresse et qui est accessible? Oui.
Je crois que j'ai déclenché un scandale international quand j'ai dit que les femmes ne devraient pas faire de cryothérapie parce qu'il n'y a aucune donnée pour le soutenir. Je regardais simplement la science qui existe depuis les années 1990. Il y a des différences liées au sexe, comme XX contre XY, pas des différences hormonales. Nous examinons la thermorégulation. Donc, si une femme entre dans de l'eau à 0 à 4 degrés Celsius ou dans de l'eau glacée, il y a une telle activation du système sympathique et un tel mécanisme de survie qu'elle n'accumule pas vraiment le bon type de stress pour créer l'adaptation souhaitée. C'est ce que je dis quand j'ai essayé. Les gens disent, tu dois respirer à travers ça. Je réponds, non, c'est très spécifique. Je vais préciser qu'elle n'a jamais été dans de l'eau à 0 à 4 degrés. Non, c'est vrai. Toi, t'as déjà été dans de l'eau froide. Une fois mon bain est devenu froid et ça m'a contrarié. Oui, donc si tu veux aller dans cette direction, pour les femmes, on parle d'environ 55 degrés Fahrenheit, ce qui correspond à 14 à 15 degrés Celsius. C'est inconfortable, mais moins stressant que la glace. Donc, tu auras des changements métaboliques et endocriniens qui sont bénéfiques, mais ils ne sont toujours pas aussi prononcés que les réponses chez les hommes. Intéressant. Quelles sont les réponses bénéfiques? Plus de stimulation parasympathique, plus de concentration, de meilleures réponses en sérotonine et en dopamine, un meilleur contrôle métabolique, donc un meilleur contrôle du glucose. Ce sont les principales. Ce sont de très bonnes choses. Et ça, c'est à 55. Et à 60. Quelle est la fourchette? Les recherches restent strictement entre 14 et 16 degrés Celsius. Est-ce plus chaud? On se demande alors si c'est assez froid pour déclencher une réaction. Cela dépend. Là où je vis, la température de la mer ne dépasse jamais vraiment 65 degrés. Donc, si vous vous acclimatez à cela, allez-vous avoir des réactions? Le bénéfice pour les femmes, c'est de s'exposer à la chaleur parce qu'en fait, nous avons des réactions vraiment fortes quand nous sommes exposés à la chaleur. Nous avons de toute façon une fluctuation de notre température interne tout au long de notre cycle menstruel. Donc, notre corps est déjà vraiment prêt pour, vous savez, différents changements de seuil. Donc, si nous nous exposons à la chaleur, les femmes tiennent plus longtemps dans la chaleur. Nous commençons d'abord par nous vasodilater, puis nous commençons à transpirer. Les hommes, eux, entrent et se disent « Mon Dieu, après 5 minutes, je transpire comme un cheval. Je ne peux plus rester ici plus longtemps. » Donc, les hommes doivent un peu lutter, mais nous obtenons quand même des réponses très fortes, tout à fait équivalentes à ce que les hommes auront. Nous améliorons notre fonction cardiovasculaire grâce à l'augmentation du volume sanguin et bénéficions de meilleures réponses des protéines de choc thermique. Il peut donc y avoir plus d'autophagie. On observe de meilleures réponses des vaisseaux sanguins et de la pression artérielle car c'est un stress important, ce qui améliore la compliance vasculaire. Cela favorise aussi la dopamine, la sérotonine et les neurotransmetteurs. Cela aide également à contrôler notre métabolisme, tout comme le froid. Mais beaucoup de femmes vont préférer la chaleur parce que cela ne déclenche pas autant une réaction de stress du système sympathique du genre « Mon Dieu, je vais mourir ». C'est comme « Il fait vraiment chaud ici », mais on peut le tolérer parce que le corps est habitué à s'adapter. Donc, l'un ou l'autre convient. Il faut juste se demander, est-ce que je me tourne plutôt vers le froid, sans aller trop loin, ou est-ce que je préfère la chaleur? Mais les deux procurent vraiment des effets bénéfiques pour la santé. Quand on regarde la quantité, c'est toujours la question qu'on se pose. Si vous n'essayez pas de vous acclimater à la chaleur parce que vous allez dans un endroit chaud, alors on parle de 10 minutes, peut-être 3 fois par semaine. Ainsi, vous bénéficiez d'une exposition intense à la chaleur, mais il faut que ce soit autour de 80 degrés Celsius. Donc, vous entrez et vous vous dites « il fait chaud ». Asseyez-vous en haut, puis descendez plus bas, et ensuite vous pouvez sortir. Vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. Je crois que Brian Johnson a dit qu'il restait jusqu'à ce que sa température corporelle atteigne 39 degrés et demi, puis il restait à l'intérieur. J'ai dit, au laboratoire, on fait sortir les gens quand leur température corporelle atteint 39,5. Les bénéfices apparaissent plus tôt. Il ne s'agit donc pas de garder une température corporelle élevée. Je pense vraiment que c'est un peu l'aspect poussé par la testostérone de l'industrie du fitness, où tout devient tellement extrême. Tu en parles dans Roar. Tu sais, tu dis que si ça t'intéresse, si ta vie, c'est les températures extrêmes, les sports extrêmes et le fitness extrême, alors tant mieux. Mais pour la plupart d'entre nous, oui, ça ne donne pas envie de faire 45 minutes dans ce genre de chaleur. Surtout, tu sais, pour les femmes qui doivent gérer nos propres problèmes de régulation de la température, ce qui est vraiment réel, tu sais, et ça dure pendant de nombreuses années. Oui. Donc, quand je faisais mon post-doctorat à Stanford, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec l'une des meilleures chercheuses en médecine complémentaire et alternative et en thermorégulation. Elle venait de Colombie. Nous essayons vraiment de quantifier ce qu'est une bouffée de chaleur.
Donc, nous avions des femmes assises dans une pièce neutre, un sauna sans chauffage, et nous observions les pics afin de pouvoir prédire ce qui allait se passer. Puis, nous avons pratiqué une hyperthermie contrôlée, exposant les sujets à des températures de sauna 15 minutes par jour. Nous faisions cela un jour sur deux pendant une semaine. Elles avaient de fortes bouffées de chaleur à cause de la chaleur, n'est-ce pas? Mais ensuite, après ces 5 jours, elles avaient des bouffées de chaleur moins intenses et moins fréquentes. Alors elles se disent, c'est génial, je peux les contrôler. Et c'est, vous savez, l'hypothalamus qui est capable de comprendre ce qu'est cette chaleur intense et comment la faire redescendre. L'hyperthermie contrôlée peut aider à soulager les bouffées de chaleur. Y a-t-il un meilleur moment de la journée pour s'exposer? Pas forcément. Quand vous pouvez l'ajouter à votre emploi du temps. Tu as fait tellement de podcasts. Tu parles tout le temps de santé. Y a-t-il des sujets auxquels tu aimerais que les gens réfléchissent davantage et sur lesquels on ne t'interroge pas? C'est une question difficile parce que mon esprit part toujours dans différentes directions, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai tous ces projets différents, parce que pour moi, je veux combler cet écart entre les sexes. Nous avons une nouvelle entreprise que nous lançons et qui vise à faire cela en s'attaquant à l'IA, parce qu'en ce moment, l'IA ne fait que perpétuer les problèmes de désinformation concernant les femmes. En explorant les recherches, on m'a demandé: quelle étude mènerais-tu pour aider toutes les femmes? J'ai répondu qu'il y en a trop. Je ne peux pas, en fait, préciser. Hmm. Donc, je suppose des questions qui ont été posées. Ça dépend du domaine dans lequel on se trouve. Par exemple, si on parle simplement de la santé des femmes en général, je parle toujours de différents sujets. Donc, c'est toujours intéressant. Si on parle du point de vue de la recherche et de ce qu'il reste à faire, eh bien, on peut examiner chaque système du corps et on peut vraiment creuser le sujet. Mais encore une fois, ce que je veux vraiment mettre en avant en ce moment, c'est qu'il faut regarder comment l'IA perpétue ce problème, parce que c'est une chambre d'écho dans cette courbe en cloche. Et où sont les nuances dans l'information? Il y a moins de publications sur la santé des femmes que sur celle des hommes parce qu'il n'y a pas autant d'études. Donc, ce sont là les nuances, les différences ethniques et les disparités raciales. Ce sont ces nuances. Elles ne sont pas prises en compte. Alors que Claude, Anthropic et d'autres lacs de données montent en puissance, les paramètres sont définis à partir de données masculines. La dimension humaine reste fondée sur des critères masculins. Donc, une femme va regarder son objet connecté et penser qu'elle est en train de mourir parce que les résultats indiquent que sa température corporelle est élevée, que sa variabilité de fréquence cardiaque est basse, qu'elle tombe malade, alors qu'en réalité, elle a simplement ovulé. Est-ce que je suis en train de mourir ou est-ce que j'ovule simplement? Le dispositif portable pense que tu meurs lors de l'ovulation car tu n'es pas un homme. Wow. Docteur Sims, merci. Le livre Rugir explique comment adapter alimentation et forme physique à la physiologie féminine pour de meilleures performances, santé et force durable. Merci pour votre temps. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes vos recherches et votre expérience avec notre public. Merci de m'avoir invité, c'était vraiment amusant, je vous en suis reconnaissante. La docteur Sims est l'une de ces personnes que, si je dirigeais le monde, je voudrais qu'elle me conseille sur tellement de sujets, juste pour nous aider à mieux comprendre, à mieux faire les choses, à aborder les situations d'une manière qui favorise vraiment une santé optimale. J'aimerais qu'elle soit responsable de quelque chose. Nouvelle nomination au poste de secrétaire à la santé, Stacy Sims. Pense aussi à la quantité d'eau que tu n'as pas absorbée. Je ne sais même pas ce que j'ai fait avec mes stupides bouteilles d'eau. Juste une petite pincée de sel. Tu sais quoi? J'aimerais rappeler aux gens que quand ils voient de quelqu'un se promener avec son énorme bouteille d'eau, Secoue la tête maintenant. non, tu ignores ce qu'il y a dedans. Ça pourrait être de la vodka. Ne juge pas. Ça pourrait être de l'eau salée. Ce n'est pas grave. C'est ce que je dis. Ça pourrait être n'importe quoi. Tu sais, je n'envie pas la docteur Sims parce qu'elle doit s'exprimer sur tellement de sujets que les gens tiennent simplement pour acquis. Même la conversation sur la contraception et l'amygdale. Je me dis qu'il faut vérifier ça et voir ce qu'on pense que ces médicaments font. Mais cela ne convient pas forcément à tous. C'est important de le souligner. Nous ne disons pas qu'il faut supprimer la contraception ou les hormones, mais l'expérience de chacun sera différente.
Aucune personne n'est identique à une autre. Et en particulier, aucune femme n'aura le même parcours hormonal qu'une autre. Il y a tellement d'autres facteurs comme l'alimentation, d'autres médicaments, les hormones présentes dans la viande, dans les produits laitiers, toutes ces choses dont les gens se rendent compte qu'elles peuvent avoir un impact. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Aucune solution universelle ne convient à tout le monde, surtout à toutes les femmes. Beaucoup veulent croire aux remèdes miracles comme ceux qu'elle évoque. Si tu ne travailles pas la base du gâteau, tu ne peux pas juste ajouter du glaçage. Tu sais, on doit faire ces choses fondamentales. Il n'y a pas de raccourci et on essaie d'avancer. Il y a tellement de pression. Les gens s'activent. C'est tellement plus difficile de cuisiner de nos jours que ça ne l'a jamais été auparavant. Et pourtant, sans ça, tu cours droit vers une falaise. Je veux dire aussi, en parlant de gâteau, que penses-tu d'un avocat? L'idée que toutes les graisses ne se valent pas, n'est-ce pas? Manger un avocat et obtenir ces graisses, ça compte. Ton corps assimile tous ces micronutriments différemment que si tu obtiens tes graisses du glaçage d'un gâteau. Ce n'est pas la meilleure graisse, C'est le message à retenir ici. c'est le message à retenir. Je voulais aussi dire que Roar est un livre vraiment amusant parce qu'il contient des exercices, des recettes et des conseils nutritionnels, mais c'est aussi un excellent guide. C'est une très bonne référence. Vous pouvez en quelque sorte chercher tout ce qui vous intéresse et l'adapter à vos besoins. J'ai vraiment adoré parler avec la Dr Sims. J'espère que vous avez apprécié aussi. Rejoignez notre communauté de breakers en pleine croissance sur Substack. Retrouvez La dépression de Mayim Bialik sur Substack ou sur bialikbreakdown.substack.com. À bientôt en espérant que la dépression vous épargne. À la prochaine. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.